Bon, donc cette semaine, on fait le chapitre 3 complet. OK, donc au chapitre 2, on a supposé, on vous a donné la définition de H, U, Q, puis W. Puis, U était une fonction de T seulement. Puis H était une fonction de T seulement. À cause qu'on sont considérés des gaz parfaits. Le but de ce chapitre, c'est de réduire les expressions des quantités qu'on peut mesurer et tabuler. Donc en général, U n'est pas seulement une fonction de T, c'est une fonction de T et V, et H est une fonction de T et P. Donc on va réduire les fonctions pour des systèmes réels à des quantités qu'on peut mesurer. Donc, on a déjà vu deux exemples, en particulier CV. Donc, pour un tel système à une température définie d'habitude, on peut mesurer CV. On peut aussi mesurer CP. Des quantités uniques au système. Bon, donc on va introduire trois fonctions de plus. Alpha, qu'on définit comme ça. Donc, le changement du volume avec la température à une pression définie. Pour un gaz parfait, c'est connu. Un des exercices sera de l'évaluer. Donc, c'est le coefficient d'expansion. Le deuxième, on l'appelle kappa. Donc, on le donne un signe négatif et on va écrire pourquoi. Donc, c'est la dépendance du volume avec la pression à une température définie. Donc, c'est isotherme. On l'appelle la compressibilité isotherme. Bon, donc pourquoi le signe négatif? Si on augmente le volume, la pression diminue. Si on augmente la pression, le volume diminue. Donc, la dépendance est négative. On lui donne un signe négatif pour que la quantité soit positive. Le dernier, pour des raisons historiques, on le définit comme dt, dp, h, constant, un peu bizarre. Ça s'appelle le coefficient Joule-Thomson. Okay. Donc, en gros, dans ces leçons-là, on va manipuler les dérivées partielles pour réduire nos expressions à des fonctions dans ces 5 quantités-là. Donc, dans cette introduction, on va réviser un peu les dérivées partielles. On les a déjà introduits, mais il y a des règles qu'on va utiliser et des manipulations très similaires. Donc, je vais vous donner le processus général, puis on va le faire pour quelques exemples. Les exercices, vous donnerez tous les exemples possibles. Bon, okay. Donc pour une fonction à une variable,
à ce point-là, donc c'est censé être une ligne droite. Bon, meilleur. Donc, c'est ce point-là, c'est à x0. C'est quoi la pente de cette tangente-là? C'est le dérivé total, à cause qu'il y a seulement une variable, de f avec x évalué à le point x0. Donc, le dérivé, c'est quoi? C'est la pente de la tangente qui touche la courbe à chaque point. Autrement dit, un changement en f vient d'un changement en x fois le taux de changement. C'est quoi le taux de changement? df dx. Donc, un petit changement en f vient d'un changement en x multiplié par le taux de changement. Pourquoi est-ce qu'on l'exprime comme ça? Parce que quand on passe au dérivé partiel, ça devient plus évident. Bon, donc, passons à une fonction de deux variables. Un changement en f vient soit d'un changement en x ou un changement en y. Ça peut venir des deux. Donc, le dérivé partiel de f avec x fois un changement avec x, bien entendu, y tenu constant, plus dérivé avec y, x tenu constant fois changement en y. Donc, le message ici, c'est qu'un changement de f vient soit d'un changement avec x ou y, multiplié par leur taux de changement respectif. Donc, et les symboles-là sont les taux de changement avec chaque variable. Ils sont indépendants. Donc, on peut essayer de faire des diagrammes en 3 dimensions. J'ai jamais trouvé que ça vous aide. Si vous pensez que ça vous aidera, cherchez-le à l'Internet, il y a des images. Bon, donc, cet énoncé-là a un nom. Donc, le différentiel total de f en particulier, c'est défini comme df, c'est df dx, y constant fois dx plus df dy, x tenu constant, dy. Cet énoncé-là s'appelle le différentiel total de f. Plusieurs fois, on va écrire un différentiel total. Donc, u, traité comme fonction de t, et maintenant v, c'est une fonction des deux variables. En principe, encore une fois, je vais le dire 50 000 fois, c'est une fonction de l'état du système. L'état du système est défini par sa pression, son volume et sa température. Il y a une relation entre PV et T, peu importe la forme de la relation exacte, mais il y a une relation entre les trois. Donc, on peut simplifier à une fonction de deux variables à cause que le troisième sera défini par les deux autres. Donc, on traite U comme une fonction de T et V. C'est quoi son différentiel? Bon, donc c'est une fonction de T et V. Un changement en U vient soit d'un changement avec T ou un changement avec V. Et ce sont quoi les coefficients?
du, dt, v constant, du, dv, t constant. Donc, on sait déjà une de ces choses-là. L'autre, on va définir la prochaine fois. On va finir ce petit leçon en vous disant qu'est-ce qu'il y a. On ne finira pas, il y a des choses à suivre. Qu'est-ce qui arrive si on a trois variables? Donc, disons f de trois variables. Exactement la même chose. Donc, le différentiel total vient d'un changement en x, un changement en y ou un changement en z. Les trois changements sont en principe indépendants et le taux de changement pour les trois, df dx, y et z tenu constant, df dy, x et z tenu constant, bon, donc j'ai présenté ce cas-là pour vous montrer que allant à deux variables, c'est la difficulté. Si on va à trois variables, c'est la même chose. Et en général, si on veut une fonction de n variables, le cas général suit directement de cette expression-là. On peut avoir un changement dans n'importe quelle variable et ils sont indépendants. Bien entendu, dans ce cours, on ne voit pas ce cas général, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas difficile. Ok, donc là, je vais vous montrer des manipulations qui vont donner vos profs de maths des cauchemars, mais au moins ils marchent. On va les répéter plusieurs fois. Bon, donc on retourne au cas de deux variables. Toutes les fonctions qu'on verra sont des fonctions de deux variables. Donc on écrit le différentiel total. Okay, donc la première manipulation, c'est de simplement vous montrer que si on divise par quelque chose en particulier, il y a rien de compliqué. Donc, si on divise par dx, puis là, je vais mettre divi. Dans un cours de maths, on vous dit que ce ne sont pas des fractions. Mais ce ne sont pas des fractions, sauf qu'on les traite toujours comme des fractions, donc on oublie ça. Donc, on divise les deux côtés par dx. On reçoit df divisé par dx. OK. On a quelque chose divisé par lui-même, 1. Ensuite, on suppose que y est constant, ce qui veut dire que dy est égal à 0. Quand on fait ça, cet objet-là devient le dérivé partiel de df dx. Donc ça devient df dx, y tenu constant, est égal à ce qui est à droite, df dx, y tenu constant, fois 1, plus df dy x tenu constant, fois 0, parce que dy est 0, divisé par dx. Donc, ça devient 0. Puis il nous reste un énoncé trivial et clair. Bien entendu, on a voulu... c'est un exemple juste pour vous montrer que c'est au moins cohérent. OK. Donc, encore une fois, je vais l'écrire cette fois-ci. On a toujours trois variables.
P, V et T qui décrivent l'état du système, qui définissent quand même. Les trois variables ne sont pas indépendantes. Il y a une relation entre P et V, P, V et T. Donc, on choisit 2. Et aussitôt qu'on choisit 2, le troisième est défini. Donc, ce qu'on verra plusieurs fois. On a 3 variables, x, y et z. Et il y a une relation, ce qui veut dire que z est une fonction des deux autres. Donc, on traite une fonction des deux variables et on veut, par exemple, df, dx, et d'habitude, à cause que f est une fonction de x et y, on tient y constant, mais on veut la même chose, sauf que z est constant. Donc, c'est exemple, mais c'est un exemple que vous reverrez plusieurs fois. Okay. Donc, on commence avec le différentiel total. Cette manipulation sera bizarre la première fois. La 25e fois, ça sera évident. Donc, on commence avec son différentiel total traité comme fonction de x et y. Notez, on veut df dx z tenu constant. Ici, on a df dx y tenu constant. Okay. Donc, la première étape, c'est de diviser les deux côtés par dx. Ensuite, au lieu de tenir y constant, on considère z constant. Okay. Donc, à gauche, on a df divisé par dx, z tenu constant, df dx, y tenu constant ne change pas. Ensuite, dx divisé par dx qui devient 1, plus x tenu constant, dy dx, z tenu constant. Donc, d'habitude, x et y sont indépendants, sauf que on veut voir le changement entre y et x pour que z ne change pas. Donc, je vais écrire ça un peu. Donc, c'est la dérivée entre x et y pour que z ne change pas, à cause que z est une fonction de x et y. Okay. Donc, on va réécrire ce qu'on a. Et c'est une forme que vous allez voir plusieurs fois.
Donc, il n'y a rien là qui est de nouveau. On va avoir cette forme-là plusieurs fois. Et il y aura deux règles à utiliser. Dans le chapitre 4, on va avoir une relation qui n'est pas en règle, mais ici, il y a deux règles qu'on va réutiliser plusieurs fois. Donc, la première, le dérivé, disons comme ça, c'est 1 sur dx dy. Donc, ça, c'est tout vrai pour tous les dérivés partiels qu'on verra. Puis le deuxième, c'est la règle cyclique. Okay. Donc là, y, x, z tenu constant, x, z, y tenu constant, z, y, x tenu constant. Le produit de ces trois choses, c'est moins 1. Je ne vous donne pas une preuve. Vous pouvez le chercher sur l'Internet pour justifier ça. Acceptez comme une règle. Donc, c'est une règle cyclique. Donc, ici, on a y, x, z, x, z, y, z, y, x. Autrement dit, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Donc, il faut respecter l'ordre, mais peu importe le choix des variables-là, il y a une relation cyclique. Okay. Je vous ai dit au deuxième chapitre, pour une fonction d'état, et là c'est simplement, je vous rappelle. Donc, si on prend le dérivé de f avec x, y tenu constant, ensuite, on prend le dérivé avec y et tient x constant. Si f est une fonction d'état, c'est la même chose que si on commençait avec le dérivé avec y. Ensuite, on fait le dérivé avec x. Donc, pour toutes les fonctions d'état dans ce cours, c'est le cas. Si on est paresseux, on peut l'écrire comme donc, dans tous les autres cas, il faut spécifier les variables qui sont constantes. Pour cet argument-là, c'est correct. Bon, donc, ce sont quoi les fonctions d'état? On a déjà vu U puis H. Au chapitre 4, on verra A, G et S qui sont aussi des fonctions d'état. Pour toutes ces fonctions-là, c'est le cas. Bien entendu, ce n'est pas le cas pour les fonctions de chemin. Et les fonctions de chemin sont Q et W. Bon, donc, peut-être un peu opaque, mais la prochaine fois, on va voir U comme fonction de T et V en utilisant ces outils-là. Ensuite, on va voir H comme fonction de T et P en utilisant ces outils-là de la même façon.